Salut. Aujourd'hui, je vais répondre à vos questions concernant le moteur 1.6 HDI. Donc, je vais tenter d'y répondre du mieux que possible. Allez, c'est parti. We don't care when you call our name. We don't care, we are just the same. We ignore the race and we ignore the fight. We need a miracle. Donc, si vous avez d'autres questions ou si vous n'êtes pas d'accord avec certaines choses, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Et puis, c'est parti, on y va. Donc, j'ai Momo qui me dit « Bonjour, merci pour le tuto et d'avoir proposé tes services. J'ai un 5008 1.6 HDI, ça fait 2 ans que j'ai acquis. J'ai un défaut de préchauffage, P1351, si je me trompe pas, c'est bien ça. De mémoire, c'est bien le P1351. J'ai testé la résistance des bougies sur prise qui est branchée sur le relais de préchauffage et les valeurs sont indéfinies, donc normalement les bougies sont mortes. Est-ce que ça vaut le coup de les changer ? Déjà, petite histoire concernant les bougies de préchauffage. Faut savoir qu'à l'époque, sur les anciens diesels à injection indirecte à chambre de turbulence, on avait besoin de préchauffer cette chambre pour démarrer. C'était obligatoire. Donc les bougies, on les a nommées bougies de préchauffage. Aujourd'hui, sur les moteurs diesel à injection directe, on injecte le gasoil à environ 1600 bars. Donc les bougies de préchauffage n'ont plus cette utilité de bougies qui servent à démarrer. On s'en sert pour dépolluer, pour réduire un peu la pollution du moteur. Il faut savoir qu'à l'allumage du moteur, la bougie fonctionne pendant quelques secondes. Ça sert à réduire un petit peu les émissions de gaz imbrûlé, en fait, si on veut. Donc est-ce que c'est utile de les changer ? Si tu es perfectionniste comme moi, oui, parce que moi j'ai eu le souci justement il y a 1 an. Même si je sais qu'elles ne servent pas au démarrage, j'ai quand même voulu les changer et j'en ai cassé 2 dans la culasse. Donc si tu te sens capable de déculasser pour les extraire, tu peux y aller. Si tu veux pas prendre de risques, laisse-les en place, ça t'empêchera pas de démarrer. Sauf si tu te retrouves au pôle Nord et qu'il fait moins 30 degrés, éventuellement ça apporte toujours une petite aide. Voilà. Donc j'ai Abou qui me dit « Bonsoir Romeka, j'ai une 407 1.6 HDI 110 chevaux. La voiture n'arrive pas à dépasser les 130 km/h. Quand j'accélère, je dépasse pas les 3000 tours. » Ton moteur, à mon avis, fonctionne en mode dégradé. Le mode dégradé, c'est un mode qui permet de protéger la mécanique en cas de défaillance. Donc ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être une défaillance de l'injection, une défaillance du turbo, une défaillance de certains capteurs. Ça peut vraiment être beaucoup de choses. Je vais pas pouvoir t'aider. Ce que je te conseille de faire, c'est de passer la valise. La valise te dira plus de choses que moi. J'ai Hamid qui me dit « Bonjour, moi aussi j'ai le même cas sur moteur 1.6 HDI et j'ai remarqué que la quantité de liquide autour des injecteurs est toujours la même. J'ai aussi un problème quand je démarre le moteur à froid, il fume pendant 3 secondes, mais juste à froid. Est-ce que vous avez des explications ?» Pour la fumée à froid, j'ai pas vraiment d'explication. Moi, ce que je te conseille de voir, c'est le niveau de liquide de refroidissement. Si le niveau ne bouge pas, je pense pas que ce soit quelque chose de vraiment problématique. Si ça fume un petit peu noir 1 ou 2 secondes au démarrage, pour moi c'est pas problématique du tout. Si par contre tu perds du liquide de refroidissement, regarde du côté du joint de culasse ou de l'échangeur. Concernant le liquide autour de tes injecteurs, si tu as du liquide autour des injecteurs, c'est que tu as forcément une fuite. Faut savoir que de toute façon le niveau il dépasse pas un certain seuil. Parce que quand les petites baignoires d'huile sont pleines, l'huile en fait elle ruisselle et elle s'écoule autour du moteur et ça finit par terre en fait. Donc de toute façon si tu as du liquide autour, il faut examiner du côté des injecteurs et de toute façon résoudre la fuite si tu veux pas avoir de graves conséquences dans le futur sur ta voiture. Alors j'ai Heisenberg. Salut à toi Heisenberg, j'ai vraiment apprécié la série Breaking Bad et je suis très honoré de recevoir un message de ta part. Qui me dit où acheter des injecteurs de 1.6 litre, comment les contrôler à l'achat pour voir s'ils ne sont pas endommagés et combien en moyenne coûtent les 4. Combien coûtent les 4 ? Il y a tous les prix. Hein. En neuf, ça vaut très cher. Je peux pas te donner de fourchette, mais ça vaut peut-être entre 200 et 300 euros l'injecteur en neuf. Ce que je te conseille de faire si tu veux des injecteurs fiables, c'est de prendre des reconditionnés. On en trouve aux alentours de 150 euros l'injecteur. Donc il faut compter quand même 600 euros les 4. Ou sinon, le meilleur rapport qualité-prix, ça serait d'en acheter d'occasion, soit sur eBay ou sur Le Bon Coin,
ou voire même en casse, tu vas les payer beaucoup moins cher, mais enfin, forcément, il n'y a pas de méthode pour les tester. La seule méthode, c'est de les monter sur la voiture et de voir si le moteur tourne correctement et ne fume pas noir, quoi. Donc je peux pas vraiment t'apporter trop de réponses là-dessus. J'ai François qui me dit: as-tu eu des traces importantes de la chaîne d'arbre à cam due à un défaut du tendeur en haut du couve culasse? Problème récurrent sur le DV6. Alors oui, c'est un problème récurrent sur le DV6, souci de tendeur, la chaîne finit par venir frapper le couve culasse. Moi j'ai refait mon moteur à 237 000 km et j'ai pas eu de souci de ce côté-là. Donc le kit coûte pas très cher, la chaîne et le tendeur tu les trouves aux alentours de 50 €, par contre il y a pas mal de démontage à faire. Et la distribution a changé évidemment. Donc si tu as des claquements, je te conseille de le faire assez vite avant que la chaîne finisse par sortir du couve culasse. Hein. Évidemment, ça entraînera un décalage et une casse de la distribution et certainement une casse moteur. Tu bosses dans quel domaine? Donc moi je suis intervenant terrain, je bosse pour une agence publicitaire et je m'occupe des affichages publicitaires des bureaux de tabac et des presses. Donc rien à voir avec la mécanique, hein. Je suis juste un passionné amateur. J'ai Sandstone qui me dit: excellente vidéo, par contre la soupape dans le cache-culbus sert à régler la pression des vapeurs d'huile dans le moteur. C'est un genre de détendeur. Alors, je crois que j'ai eu une discussion avec ce monsieur, et en fait, je lui ai expliqué que moi j'avais une petite fuite au niveau de la petite membrane dans le cache-culbuteur qui sert à absorber les pics de pression à l'intérieur du moteur. J'en vois pas vraiment l'utilité parce qu'il y a pas mal de moteurs qui ont pas ce genre de soupape et il n'y a pas de souci. Donc moi, vu que j'avais une fuite, je l'ai colmatée. Donc évidemment, elle fait plus son rôle de soupape. Mais il faut savoir que vu que la sortie au niveau du reniflard est suffisamment d'un diamètre important et que le moteur et le turbo aspirent énormément d'air, je ne pense pas qu'il y aurait de montée en pression possible qui serait dommageable au moteur. De toute façon, après 15 000 km, j'ai pas eu de souci de ce côté-là. Donc ensuite, j'ai Valentin qui me dit: salut, donc salut à toi Valentin, j'ai aussi effectué le changement des joints d'injecteur récemment, mais les puits sont à nouveau pleins d'huile. Je précise que je n'ai pas changé les vis colonnettes, mais uniquement les joints. L'huile pourrait donc remonter par celle-ci. Oui, l'huile peut remonter par les vis, mais il faut aussi vérifier que tu aies bien mis en place les petits joints noirs des injecteurs. Il faut bien que la lèvre intérieure soit autour du puits. Si tu la poses comme ça au montage, ou que tu la mets dans l'injecteur et que tu insères l'injecteur comme certains font, ça ira pas, ça va continuer de fuir. Donc ce que je te conseille de faire, c'est de démonter les injecteurs, vérifier que le joint noir est bien positionné et par la même occasion étancher les vis. Donc ça veut dire toutes les démonter, nettoyer, dégraisser les puits, mettre de la Loctite sur les nouvelles et remonter les nouvelles. Voilà. Heisenberg qui me dit, donc re-salut Heisenberg: si on réutilise les mêmes vis colonnettes, c'est problématique. Oui, parce qu'il faut savoir que les injecteurs encaissent beaucoup de pression dans les chambres de combustion et que les vis ont tendance à s'allonger avec le temps, surtout aussi à cause de la chaleur et de la dilatation des métaux. Voilà, donc qui dit vis allongée dit vis qui va casser. D'ailleurs, il faut savoir que la tête Torx sur la vis est très très fragile. Et il y a pas mal de personnes qui sont embêtées au démontage, la tête casse. Donc moi aussi j'ai déjà été embêté. J'ai déjà cassé la vis, mais à l'intérieur de la culasse, donc obligé de tout démonter. Voilà. J'ai Manu qui me dit: salut, j'ai une petite question, je ne sais pas si tu pourras y répondre. J'ai une 207 avec un certain nombre de pièces à changer. Je vais donc racheter une épave pour ma nana. En gros, est-ce que le 1.6 90 et le 1.6 110 sont les mêmes? Oui, c'est tout à fait les mêmes moteurs. La seule chose qui change, c'est la géométrie du turbo. Faut savoir que sur le 90, c'est une valve. Enfin, il faut le savoir que sur le... Alors oui, il faut savoir qu'il y a plusieurs différences. Ce sont tout à fait les mêmes moteurs, mais il y a pas mal de choses qui changent, dont notamment au niveau du turbo. Sur le 90, on a une vanne qui est commandée par la dépression, donc une vanne pneumatique, et sur le 110, on a une géométrie variable. Donc il y a aussi la cartographie qui change dans le calculateur. Il y a certainement aussi le calculateur qui contrôle le filtre à particules sur le 110. Les 90, dans les 3/4 des cas, ils ne sont pas équipés de filtre à particules. Donc de toute façon, au niveau calculateur, il faudra reprogrammer. Si tu gardes ton calculateur, tu peux mettre le moteur du 110 et remettre ton turbo à toi d'origine. Après, est-ce qu'on peut modifier les deux turbos? Ça doit être faisable aussi.
Sinon, si tu parles juste question moteur, c'est la même chose. Je suis parti encore loin dans les explications. Alors, j'ai JL quoi qui me dit « Salut, très bonne vidéo sur le 1,6 litre. Souvent, on comprend pas trop les tutos, mais là, tes vidéos sont complètes en explications. » Ben, merci à toi. Je connais bien ce moteur, je l'ai sur le Volvo S40, j'ai déjà changé le fab, la pompe à vide. Alors tu as un problème de claquement à froid vers 3000 tours, donc moi je te conseille de vérifier les poussoirs hydrauliques. Les poussoirs hydrauliques, c'est des petits poussoirs, comme son nom l'indique, qui servent à plaquer le linguet contre la came. Donc ça sert à réduire au minimum le jeu aux soupapes. Quand ces poussoirs-là sont morts, il y a un jeu entre le linguet et la came, et souvent c'est ce qui produit ce claquement. Donc vérifiez du côté des poussoirs, et aussi du côté de la chaîne d'arbre à came, il se peut que ça soit elle qui claque aussi. Mais ça, difficile de te répondre, il va falloir de toute façon démonter. Alors, j'ai The Titi qui me dit « Coucou, merci pour la vidéo. Même moteur sur Xara Picasso, ça m'a coûté 370 € les joints. C'est cher, mais je pense que c'est le prix en garage. Là, j'ai un léger souci au démarrage, il fume noir, ça dure 3 secondes, j'ai comme l'impression que le ralenti n'est pas stable, je me demande si le GR pourrait être la cause. Après, il fonctionne bien. Pas de petite fuite côté doseur, donc ça c'est assez courant aussi sur ce moteur, la fuite d'huile côté doseur. Donc ça c'est pareil, c'est à remplacer. D'ailleurs, peut-être que le problème pourrait venir de là. Je dis bien peut-être. Si le doseur fuit, c'est que le turbo, en fait, comment dire, si le doseur fuit de l'huile, c'est qu'il doit aussi certainement fuir de l'air. Donc vérifiez de ce côté-là. S'il n'y a pas une perte de pression de suralimentation à cause du doseur, ça pourrait expliquer les fumées noires. Sinon, il faut vérifier du côté de l'admission aussi, quoi. Vanne EGR, c'est possible. Collecteur d'admission encrassé, c'est possible. Problème de fuite d'air du côté du doseur, c'est possible. Problème d'injection, c'est possible aussi, mais je te conseille en premier lieu de vérifier tout le système d'admission. Donc j'ai Sandstone qui me dit « Personnellement, j'ai déjà démonté 2 fois les injecteurs, une première fois pour leur remplacement, puis une deuxième fois pour une fuite. Je n'ai jamais changé les vis d'injecteur et ça ne fuit pas. » Alors, écoute, t'as eu de la chance. Il faut savoir que les vis d'injecteur, elles sont étanchées à 2 endroits. Elles sont étanchées donc au niveau du filetage et elles sont étanchées au niveau de leur plan. En fait, le couve culasse vient se poser sur la culasse et on a un tout petit plan qui lui doit être étanché. Donc si ça a bien été étanché en usine, c'est possible que ça ne fuit pas. C'est possible de démonter et de remonter les injecteurs 50 fois. Ça ne fuira toujours pas. Si ça fuit, à vérifier du côté des vis. Donc j'ai Erwan qui me dit « J'aurais aimé savoir comment tu fais pour t'organiser lors de grosses opérations pour ne pas galérer au montage. » Alors c'est vrai que lors des grosses opérations, on a énormément de pièces. Ça m'est déjà arrivé de perdre quelques pièces. Je pense que ça arrive à tout le monde. La fameuse petite pièce hyper importante que tu perds, tu ne sais pas comment, alors que tu n'as pas bougé de ta chaise, et tu passes 10 ans à la chercher et tu la retrouves jamais. Donc j'ai jamais su expliquer exactement ce problème, mais je pense pas être le seul dans ce cas-là. D'ailleurs, si vous avez été dans ce cas-là, faites-le moi part en commentaire, ça me fait toujours rire. Comment je m'organise ? J'achète des petits bacs chez Action, et je trie par catégorie. Par exemple, quand je vais démonter un moteur, je vais mettre toutes les pièces concernant l'injection dans un bac, toutes les pièces concernant l'admission dans un autre bac, toutes les pièces qui viennent sur la culasse dans un bac. En gros, voilà, je catégorise par bac et je m'y retrouve très bien. Après, je suis quelqu'un qui analyse beaucoup, donc quand je démonte, j'ai tendance à chaque étape du démontage, quand je connais pas le moteur, à me dire ah bah ça sert à ça, ça sert à ça, et en fait automatiquement j'apprends la conception du moteur et j'ai jamais de problème pour savoir où va telle pièce au remontage. C'est pour moi logique en fait. Quand je remonte, je sais que telle ou telle pièce, je connais son rôle, je sais qu'il la faut et je sais qu'elle va là. Donc niveau remontage, il n'y a pas de souci. Moi c'est plus organisation, triage des pièces en fait. Mais utiliser les bacs, c'est pratique. Conclusion, moteur mal né, j'ai envie de dire oui et non parce que je pense que tous les moteurs ont leurs défauts en fait. Même les nouvelles versions, même les nouveaux HDI ont d'autres problèmes. D'ailleurs, je crois que le problème des injecteurs,
sur le HDI, ça fait un petit moment ça fait beaucoup d'années que ça traîne les moteurs chez Peugeot. Voilà, sinon le moteur au niveau de sa conception, il est plutôt robuste, hein. J'ai jamais vu de 1.6 cassé, donc tout ce qui est embiellage, piston, culasse, tout ça c'est solide. En fait, le seul problème de ce moteur, c'est plus le système d'injecteur traversant. Ça, c'est pas une bonne chose. Sinon, c'est à peu près tout, hein. Mis à part ce problème qui est un gros problème, qui peut vraiment être très handicapant pour ce moteur, il n'y a pas vraiment d'autres défauts de conception, et je trouve que c'est un moteur plutôt costaud, qui peut largement passer les 500 000 km s'il est bien entretenu. Il faut juste être un peu plus minutieux sur l'entretien. Et puis, faut dire quand même que c'est un moteur qui est agréable, il est souple, il est coupleux, reprogrammé, ça marche vraiment très très bien. Donc voilà, moi le mien, c'était un 90 d'origine, donc c'est le même bloc que les 110. Il est reprogrammé à 135 chevaux, et il marche super bien. J'ai jamais eu de casse, donc pour dire que c'est quand même un moteur costaud. Voilà, c'est à peu près tout. J'ai répondu à tous les commentaires. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai, ou je ferai une vidéo si vous êtes nombreux, hein, ça dépend. Et puis voilà quoi, si vous avez des suggestions, des choses à me dire, allez-y, faites-vous plaisir, lâchez-vous dans les commentaires. De toute façon, je réponds à tout le monde. Donc je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, et du coup, pour la prochaine vidéo, on repart sur les tutos concernant le bandit. Donc je vous fais des bisous, et puis...